Vous n'y êtes pas sensible. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Moi, j'aime les films qui ont 1 million d'entrées quand ils sont bons. Oui. Or, celui-là est un film qui n'est pas mauvais. Il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Il n'est pas très bon. Il n'est pas mauvais. Le cerveau aura beaucoup de succès. Et je Travaille bien ton violon, Alphonse. Si tu travailles bien et si tu es doué, tu deviendras un grand musicien. Et si je travaille mal, si tu travailles mal et si tu fais plein de fausses notes, tu seras critique musical. Pertinente citation, Guillaume. Merci. Citation de François Truffaut dans son film L'amour en fuite. Saison 1, épisode 3 de Dans ton chant. Bienvenue Olivier, bonsoir. Je crois que c'était l'épisode 3 de L'amour en... Mais d'accord, oui. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Eh bien, pourquoi cette citation ? Eh bien, parce que aujourd'hui, nous allons parler de la critique. Voilà, ou des critiques, de la critique, avec cette question un petit peu provocatrice, mais en même temps qui va permettre de faire un pour et contre un petit peu. Savoir est-ce que les critiques sont des gens aigris ou des gens passionnés ? Eh ben oui, et donc avant de commencer ça peut être intéressant de donner une définition du mot critique. Qu'est-ce qu'une critique ? En exergue, si on parle des critiques, on peut parler de la critique. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est-il ? La critique est, donc là je me base sur une définition que j'ai trouvée sur internet, sur un site imprononçable, dont je mettrai le lien ultérieurement, n'est-ce pas, dans le descriptif de ce podcast. Et le mot critique est issu du mot grec kritiké, qui signifie discerner. Et concrètement, la critique vise principalement, dans son sens général, à comprendre. Voilà. Donc discerner, comprendre, c'est d'abord voir, et voir bien. Du temps de l'Empire romain, l'exercice rhétorique consistant à décrire le plus précisément possible une œuvre porte le nom d'ekphrasis, qui est un mot grec également, qui signifie expliquer jusqu'au bout. Oui. Ainsi, l'acte de vision n'est pas dissocié de celui de compréhension, qui finit par la médiation du langage. Or, comprendre ce dont il s'agit, c'est-à-dire par exemple identifier la scène représentée dans une fresque, ça n'est pas à proprement parler critiquer dans le sens d'évaluer ou alors de manière implicite par le choix des qualificatifs, mais comprendre et déterminer les limites de la faculté de l'homme à juger, entre autres sur le plan esthétique. Alors c'est bien dit. Déjà, dans ce que tu dis, la petite frontière qui apparaît, c'est quand est-ce qu'on est dans l'explicatif, quand est-ce qu'on est dans de l'argumentatif. Ouais. Et pour parler par exemple des critiques de cinéma, c'est un exemple parmi d'autres critiques, est-ce qu'ils font de l'analyse filmique ou est-ce qu'ils donnent leur goût personnel ? Cette frontière en fait entre une simple description ou une évaluation, déjà elle fait partie du problème de la critique. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on commence par, comme ça on va évacuer le truc, on va faire de la métacritique, toutes les critiques qui peuvent être faites aux critiques et les reproches et qui peuvent être des fois un petit peu dures. Donc il y a ta citation là qui exprimait bien l'idée un petit peu d'artiste raté, c'est ça, et qui devient critique. Oui, d'artiste aigri, d'artiste raté, oui. Oui, effectivement. Et qui, parce qu'il a raté, devient impitoyable un petit peu avec l'œuvre des autres. Oui, d'autant que, alors on l'a pas dit, mais Truffaut, il pouvait se permettre de faire cette citation puisqu'il lui-même a été critique. Donc on l'imagine bien au cours de sa carrière côtoyant ce type de personnes, pas seulement en tant que critique, mais au cours de sa carrière de réalisateur. Raté, moi j'irais pas, je trouve ça méchant, artiste raté. Je trouve plus juste le proverbe, ou je sais pas la citation, il faudrait voir à qui c'est attribué, la critique est facile, l'art est difficile. Et avoir raté une carrière, c'est un peu de la spéculation. Ce que moi je peux dire effectivement dans la partie un petit peu contre, c'est que souvent je les ai trouvés vaches. C'est-à-dire qu'ils servaient de leur position, donc censé être une initiation, ou en tout cas, on le dira à la fin, être des passeurs un petit peu de films ou de séries éventuellement, pour tirer à vue, j'aime pas. On connaît l'histoire du critique de théâtre qui a mal mangé et qui descend une pièce qui le lendemain se plante. On sait que des artistes ont été très blessés, les Benex, Besson, Lelouch aussi. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça fait un mal de chien. À quoi bon mentir quand on est en train d'écouter, qu'on est cinéaste et qu'on écoute la radio et que des gens pour qui on a
plus en plus avoir la faiblesse à un moment d'avoir du respect ou de l'admiration, disent du mal de votre film. C'est une expérience évidemment douloureuse. Mais maintenant, les critiques, il y avait un livre de critiques que j'avais adolescent qui s'appelait L'art d'aimer. Et en fait, ce qui est beau, c'est quand les critiques parlent en artiste. Ça veut dire quand ils trouvent une formule, quand ils pointent un détail qui vous aide à prendre possession de vous-même et que il vous donne des nouvelles de ce que vous écrivez, parce qu'il y a toujours une part aveugle, je ne sais pas pour Catherine, mais quand on est artiste, évidemment, on cherche une forme de lâcher-prise dans son travail. Et donc, quand il y a quelque chose que la critique reçoit et vous dit et nomme, ça peut être destructeur, mais ça peut être aussi productif et constructif. Donc, c'est vrai que moi, je suis très sensible, même si ça fait mal, quand il y a une formule où il y a du talent ou une humeur qui exprime une conviction. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui blesse. À quoi bon ne pas dire que ça blesse? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, mais évidemment qu'on peut être blessé. Moi, ça m'est arrivé d'être très, très blessée, oui. De pouvoir m'enfermer pendant 3 semaines dans ma chambre en étant extrêmement touchée par des critiques. Oui, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Non, bien sûr, parce qu'on des fois, on a l'impression qu'on est extrêmement mal compris, ou même qu'il y a des procès d'intention. Des fois, enfin, on devient un peu parano. C'est compliqué. C'est une partie de nous-mêmes à chaque fois. On se fait un film, c'est quand même. C'est engageant, voilà. Donc il y a des critiques, ils ont l'impression qu'on fait ça comme ça, ou que c'est vrai que ça peut être douloureux. Disons qu'ils sont pas obligés, quand ils aiment pas un film, d'avoir des réflexions. Alors je vais en citer qu'une. Blessantes et méchantes, hein. Voilà. Et donc effectivement, tu as raison. C'est le terme de dire que ce sont des artistes ratés, c'est également méchant. Je pense que c'est. Il y a un méchant avec eux. Alors il y a un côté revanchard. Voilà, d'accord. Mais si tu veux, et c'était volontairement provocateur, on va dire. Moi, je pense qu'il y en a qui n'auraient pas voulu être artistes. Mais je te dis, c'est pas. Oui, très certainement. C'est pas de la psychologie. Parfois, je trouve que les critiques, donc je pense parfois dans Masquer la plume, émission que j'aime beaucoup par ailleurs. Donc l'émission de France Inter. Voilà, sur France Inter, de Jérôme Garcin, qui a 40 ans, maintenant même plus. Enfin, pas Jérôme Garcin, l'émission. Bref. 40 ans d'émission, oui. On est bien d'accord. Non, ils sont à 60 ans même, je crois. Oui, Voilà. Mais je crois que c'est la plus donc longue émission. C'est une institution. Mais quand, par exemple, une fois, j'ai entendu une critique, c'était pour un film, je crois, c'était Minette Annenbaum de Martin Dugofson. Ah oui, très bon c'était film. Un premier film plein d'énergie, qui avait des défauts, mais il s'était fait laminer. Avec Elsa Zilberstein, je crois, oui. dans un de ses premiers rôles. Il s'était fait laminer par tous les critiques. Il y en avait juste un qui trouvait ça pas mal et qui essayait de dire si, c'est sympa, c'est un premier film. Ça m'a fait un peu penser à Téchiné. Les autres critiques lui sont tombés dessus en disant ça va pas, Téchiné, c'est bien mieux et tout ça, avec ce ton un peu snob qu'ils ont parfois qui est assez énervant. Et lui, il se rattrape aux branches en disant Téchiné, enfin un petit peu de sa famille. Et là, il y a une critique, je ne me rappelle plus de son nom, c'est pas grave, qui dit enfin dans toutes les familles, il y a des cousins débiles. Oui. Donc là, parfois, j'ai l'impression d'être dans le film ridicule. C'est à celui qui aura le meilleur mot, la meilleure pique, et on est très très loin d'une analyse de l'œuvre qui est ce qu'on attend d'eux normalement. Donc là, on peut parler d'aigreur en fait, concrètement. En tout cas, c'est vache. Mais bien sûr qu'on fait mal. C'est volontaire, c'est involontaire, mais c'est indéniable. Je sais que je n'avais pas été très très clément avec Superstar de Xavier Janoli. C'est parce que vous l'avez pas compris, c'est pas grave. Mais je l'espère. Je le souhaite. Alors là, ma bêtise en tout cas, est la première option et la première hypothèse à laquelle je souscris, c'est clair. Tu crois pas que t'en rajoutes un peu là? Mais j'ai toujours été de mauvaise foi. Tu sais très bien que je ne pense pas la moitié de ce que je dis à cette tribune. Mais voilà, j'avais été sévère, je n'avais sans doute pas compris le film, je l'ai pris. Alors, on a entendu tout à l'heure l'étymologie du terme, la critique. On voit bien que l'activité du critique, ça ne devrait pas passer par l'aigreur ou la frustration, puisqu'il s'agit d'apporter un regard expert sur une œuvre pour tenter de la comprendre, on est bien d'accord. Donc les critiques sont censés être là en tant qu'experts. Oui, ils peuvent se positionner en experts, mais d'ailleurs, ils ne le sont pas toujours forcément. Je crois que tu as un exemple. Oui, j'ai une petite anecdote personnelle qui remonte à un certain temps, plusieurs années, mais à une époque où je m'intéressais particulièrement à la critique musicale. C'est une petite digression, parce qu'on parle quand même de critique, même si c'est pas de la critique cinématographique. Un jour, j'ai lu dans un journal, qui est censé être un journal référent sur le marché de la musique, que à l'époque où Bertrand Delanoë devenait maire de Paris, donc il me semble que c'était vers 2002, 2004, je ne sais plus exactement, 2002 il me semble, c'était une fierté qu'un célèbre parolier de chansons puisse accéder à un poste aussi prestigieux. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je précise que donc, le fameux critique confondait Bertrand Delanoë et Pierre Delanoë, qui est en effet un fameux parolier et auteur de certains des plus grands textes de la chanson francophone, ce qui m'a
m'amène à dire que le poste de critique n'est donc pas incompatible avec l'inculture la plus totale dans le domaine sur lequel il est censé être expert, justement. Donc c'est un peu méchant de dire ça, néanmoins c'est une réalité. Je pense qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont pas forcément... Alors, on va pas citer des journaux où ce serait pas bon, mais on pourrait dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres. C'est-à-dire que... Alors, en l'occurrence, là, du positif, dans ce cas-là, c'était le rédacteur en chef du journal. Hein. Ouais. Donc je vais pas le citer, mais c'est un peu dommage. Bah si, on peut... Non, bah là, on va pas... disons-le, c'était Platine, qui est censé quand même être référent dans le domaine de la variété. Bah oui, on peut toujours lire des conneries. Mais ce qui est gênant, on est d'accord, c'est cette position d'expert qu'ils prennent, et si c'est en plus pour bâcher... Absolument. Alors, il arrive aussi quand même, parfois, qu'ils fassent un travail de promotion de films qu'ils n'en auraient pas forcément. Et en passionnés, ils transmettent un petit peu... Enfin, en tout cas, déjà, ils nous donnent des idées de films à voir. Moi, il n'y aurait pas eu Télérama. Je vois pas comment j'aurais connu Chris Marker. Bon. Donc, Chris Marker, qui... Ah bah non, tu peux pas faire ça, tu dois faire... Mais justement, précisons pour nos chers auditeurs. Qui est un auteur de cinéma art et d'essai très, très connu dans l'art et l'essai, mais le grand public n'a pas forcément accès. Et donc, Télérama peut très bien faire des couvertures sur le dernier Walt Disney, mais aussi sur un film iranien sous-titré en turc. Mais revenons sur la question de l'expertise. Moi, ce qui m'intéresse chez un critique de cinéma, c'est pas qu'il vienne un petit peu distribuer des bons mots comme ça, mais qu'il fasse plutôt une analyse de l'œuvre. Oui. Et qu'à la limite, si l'œuvre l'intéresse pas, qu'il n'en parle pas. Je préfère l'analyse filmique type Michel Simon, par exemple, au billet d'humeur qu'on trouve des fois dans d'autres publications. Oh, on est bien d'accord là-dessus. Ouais. Quand Catherine Corsini dit vous avez besoin des critiques, vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin de critiques qui font mal, qu'est-ce qui vous fait progresser, des critiques c'est quand il y a une pensée, quand il y a un discours, quand on décortique quelque chose, quand tout d'un coup ça éclaire, on se dit tiens, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, parce que voilà, cette idée que j'ai voulu m'exprimer ou ce que j'ai voulu dire, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pas simplement j'aime pas, c'est pas des mouvements d'humeur, ça n'a aucun intérêt, parce que ça, non, c'est quand tout d'un coup, c'est vrai que parfois il y a des critiques qui m'ont interpellé sur ce que j'avais fait, qui ont révélé quelque chose que j'avais presque même pas vu, parce que c'est vrai qu'on est plongé dans le film, on fait quelque chose et tout d'un coup, c'est un révélateur. C'est aussi un révélateur des acteurs, de l'histoire, de ce qui va. Même nous, entre le scénario et le film fini, il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc parfois, on sait que le miracle a eu plus ou moins lieu ou pas complètement. Et tout d'un coup, il y a des gens qui voient comment ça s'est passé ou pas et qui arrivent à décortiquer ou qui, au contraire, justement, passent à côté. Mais... Bon, ce qui nous amène du coup à nous demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne critique de cinéma. Oui, ce serait intéressant ce moment-là, puisqu'on a dit tout ce que ça n'a pas à être ou ça devrait pas être. Déjà, le premier truc, c'est que ça fait un contre-marketing quand même. Ce que j'aime bien dans Télérama, c'est que s'ils aiment un film, ils vont en parler, que ce soit le dernier Pixar, qui a un gros marketing, ou que ce soit un film confidentiel. Voir un film d'art et d'essai. Moi, j'aurais pas découvert Chris Marker sans les articles de Télérama. Donc un rôle de prescripteur. Et puis surtout, s'ils n'étaient pas là, premièrement, les gens n'entendraient parler que des films qui ont de l'argent pour faire de la pub. C'est vrai. Et deuxièmement, il y aurait le raisonnement Jean Reno. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Je l'avais entendu dire une fois parce qu'il a été la cible de la critique. J'ai parlé de ceux qu'on douillait avec la critique et Reno en fait partie. Il avait dit, moi, il se bouchait les oreilles. C'est tellement ce qui a été dit sur lui, comme Besson, est tellement négatif de manière chez les critiques qu'ils ont leur bête noire. Comme ils ont leur chouchou, Desplechin c'est un chouchou du Masque et la Plume, ils ont leur bête noire, donc Besson, Reno, compagnie, je parle même pas de Clavier. Reno avait dit, moi j'écoute pas tout ça, si un film marche, c'est qu'il est bon. Si le public y va, c'est que c'est un bon film. Qu'est-ce que tu penses de ce raisonnement ? Je suis pas forcément d'accord avec ça, effectivement, il y a pas mal de gens qui sont dans ce raisonnement-là. Si un film marche, c'est qu'il est bon. Alors ça, c'est un raisonnement de producteur. On est bien d'accord. Donc tout dépend de de quel point de vue on se place. Effectivement, si on se place d'un point de vue commercial, si un film fonctionne, c'est qu'il est bon. Reno, il parlait de la qualité du film, que si les gens aimaient bien, ça veut dire que c'était bien, qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher des trucs compliqués, un télo. D'ailleurs, elle est souvent, la critique, taxée de trop grand intellectualisme. Le problème, c'est que ça, c'est pas compatible avec une vision subjective de quelque chose, en fait. Vu qu'on est dans la subjectivité, on peut pas, de manière binaire, dire que si le film fonctionne, c'est qu'il est bon. Oui, mais les gens font ça d'ailleurs souvent. Quand ils aiment bien un film,
il dit c'est un chef-d'œuvre. Je dis ça pour toi. Et quand ils aiment pas un film, c'est de la merde, etc. Moi, j'essaie de faire la gymnastique. En fait, c'est pas forcément parce que j'aime un film que je vais forcément dire que c'est un bon film, parce que j'adore Un prince à New York avec Eddie Murphy, et j'irai pas défendre que c'est une grande comédie. Mais dans mon vécu, ça a été un film qui, voilà. On appelle ça un plaisir coupable, en fait. On a tous des films comme ça qui sont objectivement des merdes, mais qu'on aime bien regarder pour des raisons des merdes diverses et ou variées. moins. À côté de ça, je peux très bien... je suis toujours resté complètement insensible aux films de Bergman, et je m'en veux pas, mais j'ai bien vu par contre que c'était des bons films sur la construction, sur le jeu, sur... Mais c'est pas parce que c'est Bergman, je suis pas snob, donc je suis pas obligé d'aimer parce que c'est Bergman et j'ai aussi des films qui sont des classiques et que j'aime, comme les films de Tarkovsky par exemple. Donc c'est la différence qu'on peut faire un petit peu, on avait parlé entre le goût et le jugement esthétique. Tu fais allusion à Kant, là. Oh là là, mais dit comme ça, oui, en fait, je suis pas spécialiste, mais je crois qu'il fait le distinguo entre le goût personnel et le jugement esthétique. En fait, c'est toute la différence entre la subjectivité et l'objectivité. Dans le sens où, oui, on donne des arguments, des arguments objectifs pour donner un jugement esthétique, dans le sens voilà, où... le critique est censé dire ce film est, je sais pas, mais qu'il ait un argument derrière. Ouais. Bon, il y a des arguments effectivement objectifs qui participent de la critique. Prenons le premier Blade Runner. C'est facile de se rendre compte que d'un point de vue esthétique, du point de vue de la composition de l'image, il y a une vraie recherche. Oui, sur la lumière aussi. Oui. Alors de la lumière, n'en parlons même pas. Donc le chef-op, pour le coup, là, a fait un travail remarquable. Ça, c'est un argument objectif. Le fait de dire que, j'en sais rien, moi, que Harrison Ford joue mal, ça, c'est un argument subjectif. Sur le jeu des acteurs, je suis toujours mitigé parce que quand est-ce qu'on peut dire qu'un acteur joue bien ou pas bien, ou on peut avoir des goûts. Moi, j'aime pas, par exemple, Russell Crowe. Oui, mais justement. Qui est adoré par... Ça, c'est un mauvais argument. Voilà, quand on est plus dans... moi, alors là, du coup, on tombe dans la position des critiques. Je trouve que Russell Crowe ne joue pas bien parce que ça se voit qu'il joue et qu'il fait tout pour que ça se voit qu'il joue. Comme certaines réalisations en pompières ou certaines musiques qui sont trop présentes. Il ne s'efface pas assez, à la différence d'un De Niro. Ok, mais là, par contre, tu as un argument pour le dire. Oui, alors c'est ça. Et ce qui me paraît des arguments plus subjectifs, c'est les critiques qui disent « je me suis fait chier », des trucs comme ça. Bon, on a retrouvé faut dire même exhumé des critiques de 2001 quand il était sorti. Ouais. Il y a quand même un critique je crois que c'est du New York Times ou un grand titre comme ça qui avait dit c'est le film le plus ennuyeux de l'histoire du cinéma, le moins imaginatif, des choses comme ça. Donc, qui sont des termes finalement assez... se tromper, c'est des termes assez impersonnels en fait. En tout cas, lui, il s'est fait chier, on est content de le savoir, mais il nous dit pas pourquoi il penserait que, par exemple, le film serait trop lent ou qu'il y aurait trop d'effets psychédéliques ou je sais quoi. Le fait de dire que c'est pas imaginatif, finalement, effectivement, là, pour le coup, on n'a aucun argument. Oui, et les critiques, des fois, quand ils s'engueulent entre eux, comme au Masqué la Plume, par exemple, ils sont toujours, en fait, sur cette ligne de combat un peu, qui est de dire, oui, alors ça, c'est toi qui penses ça, mais c'est pas vrai. Il y a une prétention un petit peu un petit peu scientifique d'évaluer, comme on analyserait, je sais pas, un bilan sanguin, d'évaluer une œuvre, mais en fait, ils sont pas d'accord. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que certains critiques sont finalement des prescripteurs, des passeurs, qui te permettent de découvrir des films que tu n'aurais pas découverts. Et c'est une caractéristique qui est d'autant plus prégnante aujourd'hui que il y a ce que nous, on a appelé la nouvelle critique ensemble, qui est née des nouveaux médias, type Internet, type YouTube. Voilà, qui sort des publications institutionnelles. Complètement. Classiques. Et là, pour le coup, on a des gens qui sont passionnés, puisque ils parlent... Comme nous. C'est ça. S'ils ne l'étaient pas, ils ne parleraient pas des films dont ils parlent. C'est pas leur métier, mais ils en parlent tout de même. Et donc leur but, hormis le fait de faire des vues, c'est a priori de te donner envie de voir le film. Oui, alors ils aiment sans doute avoir de l'audimat, même si c'est différent, mais ça peut se... Mais la motivation première... Alors tu les connais mieux que moi, tu peux donner quelques noms de... le Fossoyeur de film, notamment. Hein. Ouais. Le Fossoyeur de film, c'est un mec qui est sur YouTube. Hein. Salut à tous, je suis le Fossoyeur et aujourd'hui j'ai déterré pour vous un vieux débat de cinéma. Harrison Ford, c'est un répliquant ou pas ? Non, c'est un acteur. Il est tellement passionné par le cinéma et tellement aussi cultivé sur le sujet. Et le Fossoyeur de film, pour moi, c'est un mec qui a vraiment des arguments, tu vois, qui est pas dans le j'aime pas, comme certains. Alors le problème de YouTube, c'est qu'on a, il a des arguments, mais c'est qu'on a tout et voilà. J'ai envie de dire et son contraire.
Parce que moi j'en ai vu qui effectivement, sous couvert de critique, en fait étaient à faire une sorte de, sans être péjoratif, de prescription de leur goût. Ouais. Il y avait pas, et ils allaient dire c'est d'un ennui comme ça. Donc leurs followers aiment bien savoir qu'ils s'ennuient, donc ils s'ennuient aussi eux. Il y en a beaucoup. Oui. On reboucle avec ce que je C'est le revers de la médaille de YouTube, ça. Hein. Au départ, qui est effectivement, on sort de l'analyse filmique et on est plus dans effectivement une sorte de combat de bon goût. Voilà. Ouais. C'est pas grand intérêt. Enfin, moi je m'en fous un peu de savoir. Parlons d'Alien Covenant, réalisé par Ridley Scott, la suite de Prometheus. C'est nul. Et le pire, c'est que je peux même pas m'énerver, comme avec Prometheus. Parce qu'avec Prometheus, j'avais l'espoir que ce soit bien. Alien Covenant, depuis le début, je sais que ça va être de la merde. C'est pas possible qu'un mec qui s'est foiré à ce point avec ce qu'il a fait dans Prometheus sorte un film intéressant par la suite. Et c'est le cas. Là, pour le mais... coup, on est sur des passionnés. Après, c'est tout à chacun de choisir les bons critiques. Voilà. Entre Et guillemets. ils peuvent aiguiller, d'ailleurs, quelqu'un qui, à leur goût, justement, peut se mettre dans leur roue. Et, Donc c'est intéressant, ça apporte des choses, bien que ce soit pas des professionnels. Bon, sachant qu'il y a aussi des professionnels qui font ce genre de choses, notamment dans le podcast. Oui, il y a des ça journalistes me fait qui penser aux journalistes de... Je crois que c'est les anciens journalistes de Mad Movies qui font un excellent podcast que je vous conseille. Capture Mag, un très bon podcast sur le cinéma. Là, pour le coup, on est sur vraiment de la critique, c'est-à-dire qu'il y a un côté subjectif aussi. Néanmoins, ils ont des arguments et puis surtout, ils savent de quoi ils parlent, quoi. Donc, voilà. Le crève-cœur aussi, c'est que même si le film a très bien marché dans les pays francophones et tous les pays du Commonwealth, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces endroits où Tintin est très très populaire. Mais ce qui fait de la peine, c'est que ce qu'Hergé avait dit au départ, quand justement il disait à son secrétaire, Alain Baran, il disait on va laisser Spielberg faire. Il lui avait dit comme ça on va faire connaître Tintin aux États-Unis, quoi. Et je pense que au final ça n'a pas trop marché, quoi. Donc alors, pour continuer, qu'est-ce qu'on peut attendre des critiques? Est-ce que c'est juste... Moi, je sais qu'à titre personnel, au départ, je n'écoutais pas les critiques, donc du coup, je voyais que les trucs qui étaient marketés. Après, j'ai été, je trouve, trop influencé. J'étais navré s'il y a un critique que j'aimais bien, nominé un film, etc. J'étais trop... Alors, j'ai eu toute une période où j'écoutais plus. Maintenant, je m'en sens un peu plus indépendant. C'est-à-dire qu'en général, je vois le film d'abord, et après, je lis un peu tout ce qui s'écrit, et je prends ici ou là. Ouais. Et maintenant, je suis sorti de ce côté un petit peu d'attendre la bénédiction ou pas d'un critique. Je prends des arguments ici et là et je me fais mon propre avis, ni comme les critiques, ni contre eux, mais avec leurs avis, parce que parfois ils peuvent amener des éléments de connaissance qui sont intéressants sur des films. Alors moi, à l'inverse, j'ai plutôt tendance à faire à lire les critiques avant d'aller voir le film. Mais sachant que je me laisse pas forcément influencer, mais j'aime bien savoir ce que les autres en ont pensé. C'est intéressant de voir un film dont les critiques sont unanimes. Il y a un côté validation aussi. Oui, alors après, à partir de quel moment, c'est pas parce que des critiques te disent que c'est bien que tu te mets à le trouver bien. Je me suis demandé ça, moi, des fois. C'est possible, oui. Je me suis demandé ça. Tout à fait. Mais oui, absolument. Oui. Voilà. Et du coup, on reboucle sur le fait que une critique ou un groupe de critiques peut... soit porter au nu, soit complètement détruire un film. Oui, effectivement, il peut avoir... Alors, on répond quoi? Commercialement parlant, j'entends. Ouais. Après, il y a des films qui peuvent avoir une seconde vie. Ils n'ont pas forcément une reconnaissance critique ou... en vidéo. D'ailleurs, il faut dire aussi que des fois, il y a un combat du public et de la critique. C'est-à-dire qu'il y a des films qui ont les deux. On parle de succès critique et de succès public. C'est vrai. Et il y a des films qui sont des succès critiques et puis qui marchent pas très bien. On a tous les cas de figure qui existent, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut mieux se faire son avis... à côté, en prenant compte, alors moi c'est ce que j'attends d'eux, c'est que déjà ils me gagnent du temps, c'est-à-dire en me disant en ce moment il y a ça qui est plus intéressant, bon, et je prends plutôt les critiques avec qui j'ai des affinités, et après, là c'est un niveau supérieur, qui m'apprennent des choses que je ne connais pas, sur des films, voilà, je vais voir un film de science-fiction, qui mettent en perspective en parlant de Solaris, de Tarkovsky, etc. Ouais, mais c'est tout l'intérêt, et c'est en ça que, du coup, Internet apporte une plus-value. On trouve ça de plus en plus sur YouTube, qui est plus difficile à trouver dans la presse traditionnelle. Est-ce que je peux te poser une question? Non. Je peux me permettre? Oui. Est-ce que... Parce que je pense que c'est une question qui pourrait parler aux gens. Est-ce que toi, parce que tu as bien aimé un film, tu en déduis que c'est un bon film? Non, j'en déduis que c'est un film qui convient à mes goûts, ce qui est totalement différent. Merci.
J'ai là. Non, mais ce sont deux choses différentes. Et on connaît que les gens, souvent, c'est ça le problème. Oui, c'est qu'ils même ils se disputent, etc. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que soit on peut apporter un éclairage sur le film avec des arguments, soit on reste sur un avis subjectif à dire j'aime, j'aime pas. Voilà. Mais souvent, t'es d'accord pour dire qu'on brouille les deux. Oui. Donc moi, ce que je préfère, c'est la politique, je crois, de positive, c'est-à-dire que, en gros, je parle pour les critiques, du coup, partant de ce qu'on vient de dire. Quand ils aiment pas un film, ils vont pas faire cette espèce d'entreprise de démolition que les Inrock ou Technicart ou même Télérama des fois fait, qui va loin des fois quand même, je trouve, je vais reparler des coups bas. Ils font un petit pitch à la fin de l'histoire, ils parlent pas du film. Et par contre, les films qu'ils ont aimés, un film de René, certains films de Fincher, etc., je sais pas, où ils vont faire un dossier sur la photo dans les films de Tarkovsky, ils vont ne parler que de ce qu'ils admirent. Et là, on va dans de l'analyse, où ils expliquent, cette photo, elle a été faite avec ces procédés-là. Ouais, absolument. Voilà. Et on n'a plus tout ce parasitage, et qu'on retrouve malheureusement chez YouTubeurs encore plus, que les petits mots dont je parle au masque et la plume, de mes goûts, et comme je connais le sujet, je conquiers un petit peu les goûts des autres en leur disant « Oh, mais c'est de la merde », tu sais, un petit peu comme... Moi, je préfère largement... J'aurais tendance à préférer, de manière très large, un critique qui va me prescrire un film, plutôt que quelqu'un qui va me descendre un film en me disant « c'est de la merde ». Et finalement, quand on me dit « n'y allez pas, c'est de la merde », moi, ça me donne plutôt envie d'aller le voir. Ça donne envie d'y aller, pour me faire mon propre avis. Mais donc, reconnais qu'objectivement, donc je veux pas les citer parce que je veux pas faire ce que je dénonce, il y a des films qui ont moins de qualité que d'autres quand même, et même certains qui sont vraiment ratés parfois. On parlait des artistes ratés, mais des fois il y a des œuvres d'art ratées, même des fois de bons réalisateurs. Oui, c'est vrai. Donc on peut le dire, mais comme on en revient, il faut avoir les arguments pour le dire. Oui, et puis même on peut aussi, donc du coup, si on n'aime pas un film, comme disait il y a pas longtemps c'était, je crois, pour Fury Road, un critique je crois que c'était Philippe Collin, je suis pas sûr. Je suis parti avant le début. Bon, là, c'est marrant. Alors que Fury Road est objectivement un très bon film. Mais c'est un réflexe qu'on a tous, en fait. Et est-ce que je peux me permettre de l'analyser ? Mais bien sûr. Faites donc. C'est que je pense que ça part d'une bonne chose. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, on parle du cinéma, mais ça peut être une musique, un livre, on a envie, c'est très basique ce que je veux dire, mais on a envie de le partager. Et on a envie que les autres l'aiment aussi, etc. Et ça part, mais le problème c'est que ça rentre en conflit avec un autre vécu. Et on comprend pas que mais non, mais il est nul cet acteur alors qu'on l'adore, et c'est là où on peut essayer d'aller sur un terrain commun qui serait le terrain de l'objectivité. Est-ce que Daniel Day-Lewis est un meilleur acteur que Russell Crowe, voilà. Mais on est sur un terrain un peu flou entre le vécu des gens et un jugement objectif. Mais c'est parce qu'au départ on aimerait bien pouvoir être en harmonie, que tout le monde aurait les mêmes sensations, les mêmes impressions et goûts sur un film. C'est ce qu'on cherche à faire, je pense. Totalement. Et ce sera notre mot de la fin. On fait pas une bibliographie ? Bibliographie. Alors moi, je vous conseille d'aller. Alors en film, bibliographie ou vidéographie, on va dire. Moi, je vous conseille d'aller regarder les critiques du Fossoyeur de film sur YouTube. Alors moi, je vous conseille Le Masque et la Plume en podcast. Également. Et un passage d'un film de Nanni Moretti dans le Journal Intime où, comme son nom l'indique, il raconte sa propre vie. Un critique qui avait descendu l'un de ses films, il va le voir, il a appris qu'il a un accident, qu'il est à l'hôpital, son critique, et il lui lit, je sais pas si c'est une critique de son film ou quoi, il lui hurle, en fait il harcèle, et t'as écrit que... Et l'autre il dit laissez-moi, tu sais, c'est une scène super bizarre, c'est dans le Journal Intime, mais c'est la revanche de l'artiste, parce que souvent ils n'ont pas le droit de réponse, pas trop. Et le dernier conseil qu'on pourrait donner, c'est n'écoutez pas trop les critiques finalement, allez voir les films et faites-vous votre voilà, propre... Voilà, je suis tout à fait d'accord après. Moi je conseille même de voir les critiques plutôt après. Voilà. Et quelques jours après, pas juste après. Et sur ce, nous terminerons notre podcast du jour et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et en cas où on se reverra pas d'ici là, une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit.